Le nombre de fois où on est allé pour tourner et on n'a pas tourné est beaucoup plus grand que le nombre de fois où on est allé et on a tourné. On voudrait pas avoir fait autrement pour ce film. Le système, il est fait pour que ça soit intimidant et pour que ça donne pas envie de le faire, mais en fait, faut se battre, quoi. Il y a quelque part encore un tout petit fond du truc du self-made man qui fonctionne sur ça, où tu peux arriver en n'ayant pas le background et en réussissant à avoir un peu d'argent. Et il fait un chèque de 10 000 dollars, quoi. Enfin, vraiment, c'était aussi facile. Enfin, c'est les États-Unis. Comme ces femmes sont devenues au minima des amis ou plus vraiment des membres de notre famille, t'as une telle proximité avec les rushs que c'est un matériau qui est quand même très dur à monter derrière. À la post-prod, il y avait un moment où on pensait qu'on n'avait pas de film. Bonjour à tous, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. On va parler de cinéma documentaire et qui plus est d'un premier long métrage, Omnesly in Love. Un film qui est le fruit de 5 ans d'immersion à Washington DC auprès de 3 femmes qui ont tout un parcours de vie difficile mais qui luttent pour reprendre une place dans un monde qui ne leur en laisse pas beaucoup. Y compris dans les relations amoureuses, parfois absentes, parfois tendres, parfois violentes. Et personne ne pourra parler mieux de ce film que les réalisatrices elles-mêmes qui me font le privilège de venir à mon micro. Lalita Clausel et Ariane Mohseni-Sadjadi. Bienvenue. Merci beaucoup, merci de nous recevoir. On est très heureuse d'être là. Vous sortez votre premier long métrage documentaire, Omnesly in Love. Après, on va en parler tout à l'heure, après déjà un moyen métrage pour la télévision, pour Arte, avec des projets qui vont suivre. Tout ça, on va en parler. Mais ce qui m'intéresse beaucoup dans ce projet-là, qui est un projet quand même assez fou, c'est que ça a duré quand même 5 ans, même certainement un petit peu plus. Donc ça, c'est un peu fou. Et vous êtes française. Franco-américaine. Moi, je suis franco-américaine. Ouais. En fait, je vivais à Washington, j'étais journaliste financière là-bas. Donc, mon boulot, c'était d'essayer d'obtenir des informations de lobbyistes des grosses banques américaines qui voulaient déréglementer leur industrie. Donc, c'était de faire semblant que je m'entendais bien avec des gens qui buvaient du whisky, parlaient de football et avaient d'énormes intérêts financiers. Alors que, voilà, ça m'a jamais vraiment passionnée. Mais en même temps, comme je vivais à Washington, je remarquais quand même que c'était une ville extrêmement inégale, où il y avait parmi les personnes les plus riches des États-Unis, donc des mansions gigantesques à plusieurs millions, dizaines de millions de dollars. Et à côté, il y avait quand même une crise du logement avec beaucoup de sans-abri, notamment des gens qui étaient dans des tentes à quelques pas de la Maison-Blanche. C'était une des choses qui m'a vraiment choquée, quoi, et qui m'a donné envie de travailler avec Ariane pour faire ce film. Ouais. Et pendant ce temps, toi, tu étais au SAMU social. Oui, moi, j'ai aussi eu une première carrière très brève parce que j'ai très vite démissionné, qui était aussi en banque. On se refait pas, je voulais faire plaisir à mes parents. Parallèlement, j'étais bénévole au SAMU social de nuit. Et donc, avec le décalage horaire, parce qu'on est amis depuis très longtemps, depuis le lycée, quand je sortais du SAMU social, j'appelais Lalita, je lui racontais ce qui s'était passé pendant la soirée. Et c'est comme ça qu'est née l'envie, en fait, de ce sujet avant l'envie de faire des films. Et en fait, c'est en faisant ce film que là, il y a eu une sorte d'évidence pour nous deux sur le fait qu'on ne voulait faire plus que ça et que c'était là où on se sentait à notre place. Mais en tout cas, tout a commencé avec la question du sans-abrisme et des relations interpersonnelles. L'envie qu'on avait profondément, c'était de faire un film qui permettait aux spectateurs et spectatrices de s'identifier aux personnes qu'on suivait. Et ce qu'on remarquait, c'était que dans les documentaires ou dans les films sur des personnes en précarité, on parlait des conditions d'existence qui sont matérielles, quoi, mais qui mettent une distance très grande pour le spectateur, parce que si on te parle d'avoir faim ou d'avoir froid, maigres sont les spectateurs et les spectatrices qui se retrouvent au cinéma et qui vont se retrouver dans ces histoires-là. Donc tu te retrouves avec un regard souvent surplombant et qui n'est pas solidaire de l'histoire qu'on te raconte, quoi. Et qui ne correspondait pas non plus à ce qu'on me racontait le soir au SAMU social et que je rapportais à Lalita, qui était plutôt des peines de cœur, une grande solitude, en termes d'amour aussi parental, filial, sororal et romantique. On a commencé en interviewant plein de personnes. On a passé beaucoup de temps dans des associations, des endroits où on distribue de la nourriture à Washington DC, qui a un gros maillage associatif et où il y a beaucoup de personnes sans abri. Quand on a commencé, il y avait à peu près 10 000 personnes, mais en partie grâce à ce maillage associatif. Ça a beaucoup changé aujourd'hui sous Trump, où c'est devenu très hostile malheureusement. Et donc du coup, on a interviewé une trentaine de personnes, et il y a ces 3 femmes avec qui on a créé un lien particulier et qui étaient bouleversantes et qui étaient vraiment un peu aussi faites pour la caméra, qui avait des choses à raconter et qui étaient un peu
un peu graine de star, quoi. Et donc, c'est elle qu'on a commencé vraiment à suivre sur le long terme. Avec 2 d'entre elles qui sont même venues à nous. On parlait à d'autres personnes en situation de précarité. Et Michel est venu nous voir avec un regard un peu malicieux en venant à nous. Et de la même façon, on était devant une bibliothèque de Washington où se retrouvent beaucoup de personnes sans abri parce qu'elles peuvent y passer la journée. Et là, c'est Alyssa, la jeune femme, qui était avec ses copains. Ils dansaient devant la bibliothèque. Et elle est venue aussi à nous, d'abord parce qu'ils voulaient nous vendre un single d'un de leurs potes, un single de rap. À l'époque où il y avait encore des CD gravés. Enfin, voilà, ça date le film. Voilà. Ça date le film. Et ça nous loin que ça. Et ça donne notre âge aussi. Vous auriez pu choisir un format presse écrite. Vous auriez pu choisir d'en parler sur les réseaux sociaux de bien des manières, YouTube, Instagram, TikTok. Non, vous avez choisi d'en faire un film, un long métrage documentaire. À quel moment, effectivement, c'est parti, surtout que là, vous allez faire une série documentaire, à quel moment vous avez choisi spécifiquement le format du film documentaire, du long métrage documentaire? Pour le coup, ça, c'était déjà à l'origine du projet, avec une réflexion quand même en amont de se demander par quel médium on pouvait au plus, idéalement, donner le pouvoir même, tu vois, de l'image et de la parole aux personnes qu'on allait suivre, même si après, y a un cadre. Enfin, je veux dire, tu fais quand même des choix aussi en tant que réalisatrice, mais en tout cas, c'était important pour nous d'avoir une co-création avec les personnes qu'on suivait. Et c'est vrai que dans un article de presse écrite, c'est plus difficile. C'est plus difficile aussi de créer une identification. Et que là, avec le documentaire, on a quand même, je pense, réussi quelque chose avec les 3 femmes qu'on suivait qui ont petit à petit vraiment pris en main aussi le film et sont devenues chefs d'orchestre aussi de la mise en scène d'elles-mêmes et de ce qu'elles voulaient raconter d'elles et comment elles voulaient se présenter. Oui, c'est pour ça qu'on a essayé d'intégrer autant des codes du cinéma que possible pour leur donner cet aspect cinématique qu'elles méritent en fait et pour leur donner un écrin de beauté, une dignité. Tout ce qu'on fait aux personnages de cinéma, on voulait aussi qu'elles aient ce droit-là. Et donc par exemple avec la musique et le travail sur la musique, le travail sur le son, pour qu'il y ait vraiment un maillage au son qui raconte des univers qui sont les leurs, mais tout ça c'est construit comme au cinéma, quoi. Ça m'a fait penser un petit peu sur la forme d'ailleurs, alors vous avez choisi vraiment le prisme du documentaire, mais bien sûr quand on pense population marginalisée aux États-Unis, je pense aujourd'hui immédiatement à Sean Baker. Est-ce que c'est un cinéaste dont le travail peut-être vous inspirer d'une certaine manière? Oui, avant ou pendant, je me souviens d'avoir été vraiment marquée par Tangerine, qui se passait à Los Angeles, qui raconte aussi évidemment tout un univers à Los Angeles, des endroits où il y a beaucoup de personnes à la rue, et qui en même temps raconte, il y a toute une culture, et en fait qui fait ressortir la beauté des choses pour des personnes qui ont des situations vraiment difficiles et dans une société assez violente envers les plus vulnérables. Là où Sean Baker justement décide de partir plutôt vers de la fiction, vous partez effectivement vers le documentaire. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas allé plutôt justement vers la fiction? De mon point de vue, la différence entre la fiction et le documentaire, c'est une ligne un peu floue. Il y a beaucoup de réalisateurs et de réalisatrices de documentaires qui jouent avec cette ligne. De plus en plus, on retrouve les codes du documentaire dans la fiction et vice-versa. Je pense que tout film a une approche qui se crée et qui est en fonction aussi des personnages qu'on a en face de soi, quoi. Et donc, par exemple, je pense au film Les filles d'Olpha, qui est un film de fiction, mais qui, en fait, est vraiment entre les deux et qui intègre de manière brillante les deux et qui est fait sur mesure en termes du format pour les protagonistes, en fait, pour cette famille dont certaines ont besoin de témoigner à travers des actrices, dont certaines ne sont pas là, et en même temps, ça fait ressortir des choses incroyables sur le trauma et sur la capacité de se raconter, quoi. Et donc, du coup, je pense que chacun fait par rapport à ce qu'on veut raconter et par rapport aussi aux personnes avec qui on le fait, quoi. Et donc là, Michel, Alyssa et Lorraine, c'est devenu plus en plus de la mise en scène co-créée avec elles. Donc, il y a quand même des éléments de fiction. Donc, comme je disais, par exemple, avec la musique et avec le travail à la post-production, c'est des codes de la fiction. Mais aussi, par exemple, Alyssa, elle a fait un clip de rap et ça s'est intégré parce que c'est pas expliqué de manière explicite pourquoi on met ça là, mais ça veut dire quelque chose. On voulait aussi montrer ces femmes-là telles qu'elles sont. Et il y a d'ailleurs un retour qu'on a eu au début de nous dire
Mais est-ce que, par exemple, Alyssa et Marvin, est-ce que vraiment ils étaient sans abri? Ils sont trop beaux pour être sans abri. Enfin, il y a aussi beaucoup de clichés et d'a priori qu'on a sur des personnes à la marge ou en instabilité de logement. Et c'était important pour nous aussi de venir les déconstruire. Et il nous semblait que par le documentaire et donc par des personnes réellement concernées, tout à coup, tu le déconstruis aussi encore plus parce que il n'y a pas cette distance de se dire oui, mais c'est une actrice. Ben non, en fait, Alyssa et Marvin, ils sont super beaux et super stylés et ils sont des vraies personnes et pourtant ils dormaient dans un parc pour enfants le soir, quoi. Ouais. Il faut aussi se rendre compte de l'aspect assez compliqué de la vie d'Alyssa, Michelle et Lorraine, selon les périodes, mais en tout cas, surtout au début, c'était compliqué pour elles d'arriver dans un endroit, enfin de prendre rendez-vous à une semaine en avance, parce qu'elles ne savaient pas forcément où elles allaient être. Et donc du coup, c'est pas non plus le même genre d'organisation que de la fiction. Nous, on s'adapte à leur vie, à leur emploi du temps et on essaye, si possible, nous, on est toujours là au rendez-vous et si elles peuvent être là, on est trop contente et on suit leur quotidien, quoi. Voilà. Et donc, ça dépend beaucoup d'elles. Donc, on s'adaptait aussi à leur vie, quoi. Oui, c'est un vécu partagé. Enfin, pour le coup, les 5 ans, c'est vraiment 5 ans partagés avec elles. Vous êtes deux profils finalement assez éloignés du cinéma quand même au début. Comment est-ce qu'on trouve de quoi financer le film? Et alors déjà, combien est-ce que, à peu près, bien sûr, ça a coûté? Quelles ont été les techniques pour que ça coûte moins cher? Parce que 5 ans de tournage quand même, avec des allers-retours, peut-être ça coûte très vite cher. Donc comment est-ce qu'on finance tout ça? Surtout quand on n'a pas votre expérience. Je comprends que vous n'avez pas non plus de dossier à présenter effectivement pour trouver les financements. Alors expliquez-moi un petit peu comment vous avez fait. Alors au début, toutes les deux on travaillait encore, donc ça facilitait le fait de pas du tout être rémunéré pour ce travail, ce qui n'est pas normal. Enfin là dans notre cas c'est nous qui l'avons décidé, etc. Mais je le dis parce que il y a aussi plein de producteurs qui font travailler de façon gratuite pendant très très longtemps les gens. Voilà. Donc je ne dirais pas que nous sommes un modèle à suivre, mais en tout cas, donc au départ, il y avait ça. Donc on s'est mis à filmer vraiment. Il y a une association qui accompagnait des sans-abri à Washington et qui organisait en fait des ateliers aussi l'après-midi. Et donc nous, on s'est retrouvés à organiser un atelier dans cette association, ce qui nous permettait à la fois de rencontrer beaucoup de monde, de rendre un peu service. Enfin, je ne sais pas si on était très utile, mais on a essayé, tu vois. Un atelier d'écriture. Lalita a écrit aussi de la poésie et était journaliste dans la presse écrite à l'époque. Et donc, c'était plutôt un moment de réflexion sur soi par l'écrit, en fait, avec les membres de l'atelier. Et un peu en échange, on avait accès à leur matériel pour filmer, qui était un caméscope un peu pourri, et des micros un peu pourris. Compliqué. Mais bon, ça nous faisait du matos et puis on rencontrait des gens et on se sentait un peu utile, quoi. Donc ça a commencé comme ça le tournage. Après, on a fait une demande de bourse. En fait, aux États-Unis, les choses sont quand même à la fois. Moi, je tiens beaucoup au CNC, au financement public du cinéma, qui permettent une exception française. À la fois, quand tu es complètement outsider ici, c'est très dur de débloquer des financements. Alors que là-bas, c'est beaucoup d'associations privées. Donc, il y a quelque part encore un tout petit fond du truc du self-made man qui fonctionne sur ça, où tu peux arriver en n'ayant pas le background et en réussissant à avoir un peu d'argent. Et donc, comme ça, on a eu d'un héritier de la fortune AOL. On prend un café avec lui et il dit « Ok, bon... Et il fait un chèque de $10 000, quoi. Enfin, vraiment, c'était aussi facile. Enfin, c'est les États-Unis. Et ça paraît énorme, $10 000, mais bien sûr, tu le sais, pour faire un film en même temps. Voilà. Donc, c'est vite disparu, mais c'est bien pratique quand ça arrive. Ouais. Évidemment. Et ça a permis d'acheter du matériel. Et donc, à partir de là, on avait notre matériel et donc ça changeait quand même la donne. Lalita vivait et travaillait à Washington, donc le logement était par ailleurs, tu vois. Et donc là, les bourses et tout ont presque servi à mes allers-retours pour y aller, où je restais 3 mois par an et j'ai honte de cette empreinte carbone. Et voilà. On a changé nos méthodes de vie depuis. Et parallèlement, cet argent a aussi servi en fait à aider quand même les femmes qu'on a suivies. Faut être honnête, c'était pas de la rémunération, mais c'était par exemple à la fin du film, je divulgage, l'une d'entre elles obtient aussi une maison grâce à des aides publiques qu'elle reçoit, et il faut avancer la caution 3 mois de loyer. Et donc évidemment qu'on donne la caution, tu vois, elle ne demande même pas, mais pour nous, c'est une évidence. Bon, du coup, il y a eu ces petits financements-là qui permettaient, tant bien que mal, durant les 5 ans de réalisation, de tenir les 5 ans, sans jamais se rémunérer, du coup.
d'avoir mais par contre, d'avoir du matériel, voilà. Oui. Par contre, une fois qu'on a eu fini de tourner pendant 5 ans, ce qui était déjà long, je suis rentrée en France. Lolita a fini par revenir aussi, quitter son boulot et revenir. Et là, on a monté une boîte de production qui permettait de rentrer enfin dans les clous, de demander des financements, etc. Et là a commencé en fait une longue, franchement, traversée du désert. Parce que nous, ce qu'on aime, c'est faire des films et que tu te retrouves en fait à découvrir ce qu'est aussi ce métier de faire des dossiers, quoi. Dossier après dossier, candidature après candidature, refus, pas de... En plus, t'attends 4 mois, 5 mois pour avoir une réponse. Donc, c'est aussi une sorte de temps suspendu très frustrant. Et on a finalement eu un financement de la région Île-de-France d'aide à la post-production. Une autre aide aussi de la région de Washington qui a permis de faire effectivement une post-production pour le coup avec une équipe extrêmement aguerris à l'exercice, avec beaucoup de bouteilles qui font plutôt de la fiction et qui sont absolument géniaux. Et c'était une chance, on a énormément appris avec eux. Ce qui a fait un budget du film à peu près de 100 000 euros, sans rémunération des réals pendant 5 ans. Donc, je pense que s'il y avait une rémunération normale pour nous, ça aurait été un film à 200 000 euros. Voilà. On a aussi fait une campagne de crowdfunding à un moment qui a aidé un peu. Et je voulais juste ajouter... que par rapport aux aides qu'on a eues pour la post-production, le jour où on a postulé pour l'aide de la région Île-de-France, sans laquelle en fait on n'aurait pas pu finir le film, on était au téléphone avec un producteur qui on travaillait pour un autre qui nous a dit mais ça sert à rien d'essayer, vous l'aurez jamais. Et en fait, c'était du coup, on apprend le jour même qu'il fallait l'envoyer très très vite parce qu'il y a des numerus clausus, c'est-à-dire qu'en fait, au bout d'un certain nombre de candidatures, ils arrêtent de regarder, mais tu sais pas combien, et donc de toute façon, donc en gros, c'est le rush. C'était ouvert ce jour-là, et donc on était là, comme des folles, à essayer de faire des budgets, des choses qu'on ne savait pas vraiment faire, et qu'on a un petit peu improvisé, qu'après, peut-être, il y avait quelques petites erreurs qu'on a dû rectifier, mais on a pu entrer à temps et on a pu avoir l'aide. Et donc, en fait, la conclusion, c'est aussi de dire, le système, il est fait pour que ça soit intimidant et pour que ça donne pas envie de le faire. Mais en fait, il faut se battre, quoi. Donc, il y a plein de barrières à l'entrée, mais il faut se battre. Il faut pas avoir peur de l'administratif. Enfin, faut se dire que tout est compréhensible si on pose assez de questions. Il faut pas lâcher. Est-ce que sur ce sujet-là, vous étiez, disons, à la même enseigne? Est-ce que toutes les deux, vous étiez aussi à l'aise l'une que l'autre avec ces questions administratives? Ou est-ce que c'était plutôt... Ah, je vois un regard. Non, parce qu'elle fait les grands discours, mais... J'ai pas fait les mêmes études en même temps. C'est infernal, mais c'est moi qui fais les budgets et tout. Tous les Excel. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe Pendant ce temps-là, qu'est-ce que je fais? Non, mais pendant ce temps-là, peut-être qu'on va dire que j'amène un côté un petit peu américain, comme je suis franco-américaine. Oui, ça, c'est vrai. Et qu'il faut oser, quoi. Et qu'il y a des trucs auxquels on n'oserait pas. Mais toutes les deux, franchement. Non, mais t'amènes les deux opportunités. Comme ça. Et après, on fait aussi nous-mêmes la compta de notre boîte de prod. Enfin, vraiment. Enfin, là, c'est vraiment du do-it-yourself. Plus. Et comment ça se passe en règle générale, d'ailleurs, votre collaboration quand vous réalisez? Alors, il y a plusieurs étapes. Il y a la préparation, le tournage, la post-prod, etc. Donc, on va parler de toutes ces étapes-là. Mais peut-être dans la base de l'esquisse de l'ébauche, au niveau de la préparation, comment ça s'organise entre vous deux? Même au niveau du tournage, qui va aller prendre la caméra, qui va plutôt aller gérer peut-être du côté du son? Qui fait quoi? Déjà, quelle préparation? Quelle préparation, t'exagères? Non, oui. Non, on a trop de chance de travailler ensemble. Vraiment une chance inouïe, quoi. On s'entend trop bien, on se comprend sans se parler. Enfin, il y a une fluidité. On s'engueule un peu parfois, mais ça dure 2 secondes. Enfin, tu vois, on s'entend tellement bien qu'on peut... Parce que quand on regarde les rushs, après, on est gêné. Après, tu te vois, tu fais des têtes pas possibles de stress. Je suis là, genre, j'ai des tics nerveux. Genre, je suis trop stressée, mais c'est très gênant. Parce qu'après, tu dérushes. On va beaucoup trop loin. Tu dérushes avec le monteur. Et donc là, tu es confronté à une tierce personne qui observe ce qui s'est passé. Et là, on entend que moi, je lui dis « T'es sur mon image, pousse-toi. » C'est tout jaune, là. Oui. Voilà. Et du coup, Lolita fait plutôt le son et moi, plutôt l'image. Oui. Vous aviez donc une seule caméra, c'est ça? Oui. Ok, donc à chaque fois, tu avais plutôt la caméra. Et au niveau du son, c'était perche, c'était plutôt cravate? Ça aussi, ça a évolué avec le matériel qu'on avait. Donc, au début, c'était des HF qui grésillaient avec plein de problèmes. Donc, du coup, on devait finalement utiliser les iPhones. Et c'était pas idéal. Mais maintenant, on a du matériel un peu meilleur. Donc, une perche. Et je me suis fait les bras.
Et c'est une perche en carbone. Ouais, elle très est légère. trop bien. Pas facile, hein, le job de perchman, enfin perch girl, mais c'est quand même un job, pour moi c'est plus difficile. Enfin, sur un tournage, c'est clair. T'es habitué d'avoir les bras pétés, quoi. Oui. C'est hyper physique. Et en plus, sur quelque chose comme ça, comme le documentaire, on ne peut pas savoir exactement ce qui va se passer au moment où vous le faites. Il faut aussi suivre et tout. Enfin, c'est une difficulté sans précédent. Ouais. Et dans la rue, et dans des conditions pas faciles. Et tu veux pas perdre l'instantanéité. Enfin, il y a un truc d'un moment, d'une émotion, tu veux la capturer. Donc tu peux pas dire, attends une seconde, en fait, le micro est pas au bon endroit. Ou pour avoir le bon son, il faut que je rentre dans le mur et c'est pas possible. Enfin, moi, je suis admirative. Les quelques fois où je prends la perche, non, mais c'est lourd. La caméra, c'est pareil. Mais par exemple, il y avait une personne qu'on suivait au tout début pour Home Leslie in Love, un couple qui était très touchant et qui avait aussi qui était un peu dans certaines addictions. Et la femme qui, quand elle était un peu en manque, elle se berçait comme ça et elle bougeait. Et du coup, la caméra, elle était jamais... C'était très dur de faire le point. Surtout parce que comme quand c'était des plans serrés... Donc, deux personnes qui, a priori, ont disparu ont parti du film. Donc, je ne le savais pas. Est-ce que c'est le seul cas ou est-ce qu'il y a plusieurs personnes que vous avez considéré suivre au cours de ce projet et que finalement ça ne s'est pas fait, que ça s'est arrêté? Au début, on a interviewé peut-être une trentaine de personnes, mais en fait, c'était plus des formats, plus des capsules avec des couples. Souvent, c'était vraiment très touchant, drôle. On a interviewé aussi des hommes qui racontaient ce que c'est du point de vue des hommes dans le schéma un peu classique des relations, de ne pas pouvoir venir et amener le bacon sur la table, littéralement. Comment ça avait un impact sur leur estime d'eux-mêmes et leur amour-propre dans le fait de pouvoir même imaginer qu'ils avaient le droit à des relations sentimentales. Donc, tout ça, c'était hyper intéressant. Et donc, c'est dans ce cadre qu'on avait rencontré ce couple, Lolita et Chill Will. Et on a vraiment parlé à plein de gens. Donc, par exemple, on est allé... Il y a quelqu'un d'une asso qui nous a donné un conseil un peu étrange après coup, mais on l'a suivi, on avait fait un questionnaire, on avait imprimé en demandant quelle était leur situation romantique, etc. Et on allait devant certains refuges pour discuter avec les gens et pour distribuer le questionnaire. Donc le questionnaire sautait très vite parce que ça a créé, le thème de l'amour permet aussi de rompre une barrière, y compris quand tu parles aux gens, en fait. Enfin, il y avait une facilité immense à rentrer tout de suite dans des sujets intimes sans qu'il y ait des barrières, de parler de l'amour. Sans doute aussi parce qu'on était deux femmes, je sais pas, ça facilitait surtout les choses avec les femmes à la rue qui sont victimes de tellement de violences, y compris institutionnelles. Mais est-ce qu'il y a eu peut-être, je ne sais pas, je vous pose la question, de personnes avec qui vous avez travaillé à un stade quand même assez avancé et que finalement ça ne s'est pas fait? Est-ce que c'est arrivé au cours de ce documentaire-ci? Non, pas vraiment. Pas pour ce documentaire. Non. On a eu d'autres projets où on suit pendant longtemps quelqu'un qui soit change d'avis, soit voilà. Mais pour celui-ci, il se trouve que l'engagement était plein de toutes les parts. Alors, le sujet principal de ce film, effectivement, donc c'est ces trois femmes, c'est le portrait de ces trois femmes, mais à côté de ces trois femmes, on a aussi des hommes qui orbitent à côté, j'ai envie de vous dire. Comment ça s'est passé avec eux? Comment ils ont vécu la présence de la caméra, votre présence aussi dans la pièce, dans l'intimité? Je pense aussi à la fille de l'une des protagonistes à la toute fin du film. Comment est-ce qu'ils ont vécu votre présence? Comment vous l'avez ressenti, vous? Donc, c'est 3 cas très différents. Donc, Marvin... il est un peu un personnage à part entière dans le film. Il a un parcours auquel on a vraiment essayé de rendre justice parce qu'il n'a vraiment pas eu une vie ou une enfance facile. Il ne vient pas du même milieu qu'Alyssa, donc sa copine avec qui au début ils sont ensemble et ils élèvent 2 enfants. Lui, il vient d'un milieu vraiment très pauvre et sa mère elle-même consommait du crack quand il était tout petit, quoi. Il a combattu tout, quoi.
dans sa vie pour arriver là où il était. Et en même temps, il se battait au fur et à mesure. Il se battait pour essayer de créer une sorte de stabilité pour pouvoir ensuite créer une stabilité pour élever une famille. Et en fait, petit à petit, il a un peu perdu... il a été rattrapé un peu par ses démons. Oui. Mais pour lui, au début, en tout cas, le documentaire semblait être aussi une façon de se raconter. Je pense que nous, on s'est un peu fait berner par certaines des choses qu'il racontait aussi à Alissa, et on avait toute envie d'y croire. Mais je crois que lui, le premier, avait envie d'y croire, et que finalement, le documentaire était aussi... il était très preneur, quoi, d'être interviewé et d'être suivi. Et à chaque fois, il racontait ce discours auquel il se raccrochait, qu'il allait être un bon père pour les enfants. Donc, il était plutôt très proactif là-dedans. Et je pense que c'était plutôt quelque chose à quoi il se raccrochait, cet espace de parole où il pouvait raconter le bon père qu'il avait envie d'être. Qui, malheureusement, parce qu'au départ, tu introduisais les personnages en disant il y en a qui sont absents, qui malheureusement... il n'a pas réussi à rester dans cette ligne-là parce que tellement de démons, parce qu'une enfance tellement difficile. Après, on commence par les plus faciles. Après, pour Freddy, le compagnon de Lorraine, je crois que lui, Lorraine a eu beaucoup de problèmes d'addiction, et lui, du fait de son handicap, maintenant qu'ils avaient ce logement social, lui ne pouvait pas sortir, elle était frustrée et sortait, et donc il nous voyait presque un peu comme garde du corps. On était un peu une justification. Lorraine, elle sortait avec nous, il savait qu'il n'y aurait pas de problème. Et après, je crois qu'il voyait un peu ça comme une coquetterie. On parlait de sujets qui sont fondamentaux de questions de féminité, et notamment quand tu as vécu à la rue. C'est toute une féminité à reconstruire. Et d'ailleurs, ça nous a un peu aussi confrontés, nous, à certaines choses que nous, on avait déconstruites, parce que c'est bien facile d'être féministe quand tu es dans une position... de classe beaucoup plus confortable, et tout à coup tu dois déconstruire tout ça parce que tu comprends que Lorraine, qui a vécu à la rue, qui n'arrivait plus à se regarder dans le miroir, elle a besoin aussi d'artifice pour se sentir bien, voilà. Et donc je crois que pour Freddy, c'était un peu elles occupent ma femme, il y aura pas de problème, elle va pas prendre de drogue, et elle parle chiffon, tu vois. Il y avait un truc comme ça très très genré dans leur couple. Et faut dire aussi que notre regard sur leur relation et sur Freddy a évolué, parce que au début on voyait aussi des mots un peu durs qu'il pouvait avoir sur elle, même face à la caméra. Et c'est quelqu'un de par sa génération, etc., plein de choses. C'était pas quelqu'un qui parlait beaucoup de ses sentiments, voilà. Mais petit à petit, on a compris aussi qu'il y avait une tendresse tellement profonde entre eux, et qu'il y avait vraiment un truc qui marchait, malgré le fait qu'elle avait besoin de sortir plus, et que parfois elle se sentait un peu isolée dans ce mode de vie que lui, il avait. À la fin, ça a vraiment un peu transformé comment on le voyait aussi, et comment on a raconté un peu leur histoire, qui est finalement une très grande et très belle histoire d'amour. Ouais. Et il y a aussi des choses qu'on a mieux compris au montage, où on a travaillé avec 2 monteuses, d'abord une femme puis un homme très sensible, qui est un peu un des seuls hommes avec lesquels on est travaillé. C'était un film fait beaucoup par des femmes et sur des femmes. Et Giles Gardner, le monteur, nous a fait remarquer énormément aussi d'attributs un peu de masculinité institutionnelle qu'ils avaient dans leur appartement. Une petite poupée de Hulk, le portrait de Mohamed Ali. Et en fait, toute cette imagerie aussi à laquelle Freddy se rattachait, parce qu'il a grandi dans un univers où on te renvoyait en tant qu'homme à ça. Et depuis son accident, une sorte de non-possibilité physique de correspondre à ces schémas-là, et donc aussi une frustration. Il y a beaucoup de choses qu'avec eux, on a aussi déconstruit ou reconstruit pendant le tournage et après. Et après, là, c'est la question plus compliquée, c'est Karl, le compagnon de Michel. Là, pour le coup, nous, dès le début, c'est-à-dire qu'on connaissait déjà Michel. Pour le coup, il y a des images de Michel qui ne sont pas dans le film, où on a suivi une première relation très brève de Michel avec un autre homme qui était très toxique aussi. Mais pas violent. Et donc, quand on a vu Karl, il y avait je sais pas, l'histoire était écrite, en fait. Bien sûr, quand on est extérieur, c'est toujours plus facile. J'ai moi aussi été dans des relations très, très malsaines. Mes amis le voyaient tout de suite. Tu vois, bien sûr. Donc, Michel, on a vu tout de suite la problématique. Karl,
On a vu aussi Michel folle amoureuse. On n'a pas hésité à lui dire quand même, à lui partager un peu nos doutes sur Karl. Hein. On est relativement interventionniste parce qu'à ce stade-là, on a des liens tellement forts avec Michel. On vit chez elle, voilà. Et Karl a vu qu'on avait vu. Enfin, il y a un truc comme ça qui s'est installé. Il est pas si souvent dans les images, mais c'est vrai qu'il y a un moment qui a servi de prise de conscience pour Michel sur le fait que ça allait pas, comment il traitait les femmes. C'était en fait quand il s'est emporté contre toi et qu'il a menacé de te jeter son verre à la figure, quoi, mais de manière très violente. Pour elle, c'était évidemment beaucoup plus grave que quand il l'a traité comme ça, elle. Malheureusement, c'est plus compliqué de prendre du recul sur soi-même, comme on est traité, quoi. Ouais. Et en fait, pour le tournage, il y a une fois où je suis allée sans Lalita et où j'ai vécu littéralement dans la chambre qu'avait Michel dans ce foyer. Et donc, j'étais dans leur intimité totale avec Karl. C'est là aussi où, du coup, les tensions sont arrivées à leur paroxysme avec lui. Parce que c'est une scène qu'on voit dans le film où elle lui prépare à dîner, elle est trop contente qu'il vienne, il vient pas. Et en fait, après ça, moi, j'ai eu le malheur juste de lui dire que Michel avait été triste et que c'était pas très sympa de pas être venu. Ça s'est arrêté là. Mais ça l'a mis dans une rage folle que j'ose le critiquer. Donc c'est là où il m'a menacé avec son verre physiquement. Enfin, c'était entre juste me verser la boisson et me taper. Enfin, c'était pas très clair, quoi. Mais effectivement, pour Michel, ça a été un énorme déclic finalement d'avoir cette vision de sa violence envers quelqu'un d'autre. Et pour nous, ça a été aussi... c'était la première fois qu'on était confrontés à un homme violent envers une proche. Et combien tu te sens impuissante face à ça. Comment aider, qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui l'est pas. Si tu es trop insistante, tu perds la confiance de ton amie, ou en tout cas elle s'éloigne. Donc on était dans cette espèce d'entre-deux et en partageant leur intimité. Enfin, c'était une drôle de période. Et à ce moment-là, donc, tu étais seule dans la pièce avec lui, Michel était là. Mais toi, tu n'étais pas là à ce moment-là. Comment toi, tu l'as vécu ce moment-là? C'était un voyage assez dur pour toi, pour plusieurs raisons. Donc je me souviens que, je sais pas, j'étais un peu impuissante. J'étais là, je crois que pour des raisons de travail, j'ai pas pu venir. Et je me souviens que c'était vraiment très très dur pour toi, quoi. Enfin, et pour elle, évidemment. Mais ouais. Oui, surtout pour elle. Mais c'est sûr que du coup, je me sentais très seule au milieu de ce truc. On était inquiète pour elle. Et s'ajoute à ça des problématiques communes à quasiment tous les foyers en France aussi qui hébergent des sans-abri. C'est qu'il y a des punaises de lit partout. C'est des conditions d'hygiène qui sont hyper violentes pour les personnes qui sont hébergées, quoi. Et donc, même si tu as l'impression qu'enfin, il y a une chambre, il y a un lit, elle peut même avoir Karl X nuits par semaine, ce qui est plutôt le top du top en termes de conditions que tu puisses avoir. Il y avait des punaises de lit partout. Il y avait quand même une baignoire, mais tu avais cette eau stagnante parce qu'en fait, ça s'écoulait absolument pas. Donc, il y avait des mouches qui volaient. Enfin, c'était un truc... forcément, tu as plein de couches qui s'ajoutent. C'est pas juste le gros sujet étant les violences de Karl, mais en plus, pour te sortir d'une situation d'emprise et de violence, quand à côté, les conditions matérielles sont si compliquées, quand tu es aussi isolé, etc., c'est très dur de s'en sortir. Et elle a réussi. Oui, elle a réussi. Ouais. Divulgage. En parlant de divulgacher, il y a un moment avec l'une des personnages, Michel, où, à l'inverse des autres personnages, à un moment donné, vous lâchez le cadre. Vous laissez tomber le cadre parce que ce qui se passe, vous pouvez pas, effectivement, c'est trop fort pour que vous puissiez continuer à tourner comme si de rien n'était finalement. Comment ça s'est passé à ce moment-là entre vous deux? Est-ce qu'il y a eu un regard? Comment est-ce que ce geste s'est décidé entre vous deux? Je pense qu'il y avait tellement d'émotions. C'était tellement bouleversant que Michel, elle avait besoin d'un câlin. J'ai l'impression que... Mais entre vous on deux, a eu le même élan en même temps. Ouais. J'ai pas du tout souvenir d'un regard où on était pleinement tourné vers Michel. En revanche, il y a eu la question après au montage de garder. Qu'est-ce qu'on fait?
Est-ce qu'on garde le début de la séquence et on ne montre pas qu'on pose la caméra? Est-ce qu'on garde notre intervention? Parce que du coup, après, on va la réconforter. En fait, on a juste tout posé. Donc il y avait l'image. Il y avait l'image du canapé en cuir et il y avait du noir, quoi. Et il y avait le son. Et on en a aussi parlé avec Michel, quand même. Parce qu'il y a des moments comme ça qui sont tellement intimes qu'il faut bien être sûr qu'on n'est pas en train de voler l'intimité de quelqu'un, mais que voilà. Et bon, ça nous a semblé important aussi de montrer ces moments-là. On avait l'impression que tout à coup, au départ, nous, on voulait complètement s'éliminer du film, complètement. C'était vraiment le but, enlever nos questions, tout enlever. Et après, c'est devenu une évidence qu'on était aussi un pont, en fait, qu'on cassait aussi un mur, en fait, en étant présente même de façon ponctuelle, ces ponctuations-là. Et justement, du coup, ces mouvements de caméra, c'était très dur au montage pour Ariane parce qu'elle voulait que ce soit toujours les plus beaux moments, évidemment, dans le cadre et enlever les mouvements ou les choses. Mais en fait, au montage, avec Sandrine, notre première monteuse qui nous a beaucoup encouragés, et Giles aussi, on s'est rendu compte que c'était important aussi de garder cette présence-là pour montrer qu'on était là. Et parce que aussi, comme nous, on est là, ça veut dire aussi que le public est là, comme on peut être une sorte de projection du public. Donc, on est une personne dans la pièce avec Michel qui est là et qui entend en fait sa douleur à ce moment-là et qui va la réconforter. Et du coup, ça fait partie de notre travail qu'on essaye de faire au plus dans nos films, c'est de créer de l'empathie. Et pour nous, notre présence participait un peu à ça. Donc, notre présence un peu à la marche. Ouais. Ça, c'est violent au montage. Ils se décidaient entre eux avec les monteurs, les monteuses. De dire, mais ça, c'est vraiment fort comme moment. Puis moi, je voyais les images. Je disais, non, mais attends, parce qu'après, on a une séquence qui est vachement bien, elle est belle et tout. Non, mais beaucoup moins intéressant. C'est la joie du montage. Le film se réécrit. Complètement, en documentaire, vraiment complètement. Et c'était pratique d'être 3 dans la salle. Parce que pour les prises de décision, non, tu te solidarisais avec eux tout le temps. J'avais beaucoup de pouvoir, du coup, parce que j'étais je pouvais décider. C'est toi qui as fait la formation de montage aux ateliers Varan. Ouais. Ça nous a beaucoup aidé. Et de la même manière, donc il me semble-t-il que c'est avec Lorraine, si je ne dis pas de bêtises. Vous sortez avec elle de l'appartement et on sent qu'elle est un petit peu ailleurs, elle est pas désorientée, mais en tout cas, elle a pas envie. Et elle vous dit, texto, vous êtes obligé de me suivre là. Voilà. Comment vous le vivez à ce moment-là? Est-ce que ça s'est arrivé effectivement à d'autres reprises où on vous demande de couper la caméra, d'arrêter de filmer? Quelles ont été vos réactions? Et pourquoi à ce moment-là précisément vous l'avez intégré? Je pense que ce moment-là, on l'a intégré pour montrer aussi cette ambiguïté-là. On a gardé après la séquence parce qu'après, en fait, elle joue avec la caméra et que finalement, on n'a pas forcé le truc, quoi. Après, très, très vite après, elle est très enthousiaste. Mais alors, le nombre de fois où on est allé pour tourner et on n'a pas tourné est beaucoup plus grand que le nombre de fois où on est allé et on a tourné. Y compris quand on allait, du coup, parce que Michel, elle a emménagé dans le Missouri. C'est pour ça qu'à un moment, je me suis retrouvée sans Lalita parce que c'était très loin. Et du coup, nous, on allait jusque dans le Missouri et tout. Et puis après, 1 jour, 2 jours, 5 jours passent. Michel est trop contente d'avoir ses copines qui sont là. Et puis voilà, après, elle n'a pas forcément envie. Et nous, si elle n'a pas envie, on ne fait pas. Mais est-ce que, par exemple, vous étiez vraiment parti pour filmer, presque même sortir le matériel, etc. Mais vous ressentiez qu'effectivement, non, c'est pas possible. Est-ce que c'est arrivé? Oui, plein de fois. Et il faut être honnête avec les frustrations qui vont avec, mais qu'on n'a jamais exprimées aux femmes qu'on suivait. Mais nous, entre nous, aussi le stress de se dire, attends, on doit repartir dans 7 jours, 5 jours, 3 jours, on n'a toujours pas filmé. Et en même temps, c'est avec cette confiance-là que peut-être le dernier jour, tu filmais, elle disait, en fait, j'ai envie, et que tu te retrouvais avec une séquence tellement vraie que... Ça valait le coup. Oui. Après, je pense on voudrait pas avoir fait autrement pour ce film du tout, quoi. C'était aussi un processus d'apprentissage d'une certaine manière pour nous, et c'était des moments très forts et des liens très forts qu'on a tissés avec les 3 femmes. Mais aujourd'hui, on se pose de plus en plus la question de justement poser un cadre, quoi. Voilà, poser un cadre dans notre travail aussi en tant que réalisatrice de documentaire. Il faut créer du lien, il faut créer de la confiance, il faut
faut mettre le temps pour ça. Donc, évidemment, au début, avec n'importe qui, quelle personne qu'on suit, sur n'importe quel sujet, on prend du temps pour apprendre à les connaître sans filmer. Mais après, maintenant, on se dit, il faut toujours venir avec le matériel. À partir du moment où on a commencé à tourner, on vient avec le matériel pour leur rappeler qu'on n'est pas non plus leur copine. On est là pour faire du travail. Après, on est quand même, il y a des liens. Oui, parce qu'on le devient. On le devient, mais c'est une question compliquée. Et de toute façon, à la fin, on force jamais. Tu peux pas, de toute façon, forcer quoi que ce soit. Ce serait contre-productif. Ça se ressentirait. Ça vient de la personne, quoi. Mais on se pose beaucoup ces questions du cadre. Par exemple, est-ce que le week-end, on a le droit de juste être off, quoi. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué que ça parce que souvent, c'est des liens vraiment, vraiment proches et de confiance qu'on crée avec les personnes qu'on suit. Et en même temps, parfois, c'est trop, quoi. Enfin, il faut se protéger un peu. Moralement, c'est dur, c'est sûr. Parce que c'est la nuit de samedi à dimanche, il est 4h du matin et qu'une personne avec laquelle on a créé ce lien et on est en train de co-créer un film va mal, jusqu'à présent, on est là, mais en fait, c'est dur. Ouais, c'est pas. Enfin voilà, c'est pas. Il n'y a pas de solution simple, mais voilà, c'est une question qu'on se pose. Ouais. On a beaucoup parlé des présences masculines sur ce film. C'est vraiment un sujet important, la place de l'amour dans tout ça. Mais du coup, on a oublié comme un sujet. Je vous avais posé la question tout à l'heure, mais on est parti effectivement à droite, à gauche, et on l'a un petit peu oublié au passage. Mais moi, il y a un moment qui m'a particulièrement marqué, touché et questionné devant le film. C'est donc à la toute fin, promis, c'est pas trop du divulgachage, puisqu'on le voit quand même venir. On s'est dit, à un moment donné, ça va arriver. Et donc, il y a la fille de l'une des protagonistes, Michel, qui vient enfin la voir. Et donc, comment ça s'est passé avec cette fille pour accepter votre présence lors de ces retrouvailles et accepter, qui plus est, la présence de la caméra? C'est Lalita qui est... Pour le coup, j'étais pas là. Ah, d'accord. Pour le coup, oui. Du coup, c'était Thanksgiving. J'oublierai jamais parce que c'était le jour de Thanksgiving et j'ai eu un accident en chemin. Mais bon, c'est un accident de voiture. Mais et du coup, quand je suis arrivée, en fait, ce qu'on filme, évidemment, c'est pas tout le moment, quoi. Je suis restée chez elle toute une journée. Donc, je suis allée avec la fille faire du shopping pour aller au supermarché pour acheter ce qu'il y avait à manger pour Thanksgiving. C'était la veille de Thanksgiving, finalement. Elles n'allaient pas le manger ensemble, mais elles préparaient ensemble à manger. Et ensuite, Michel, très gentiment, elle a fait des petites assiettes pour tout le monde et elle m'en a gardé une. Donc, j'avais ma petite assiette avec tout le plat de Thanksgiving, la dinde, les sides, les mashed potatoes, etc. Et avec du film plastique au-dessus à emmener pour moi. Et donc, du coup, il y avait les rencontres toutes premières, elles n'étaient pas filmées. C'était des moments très émouvants. Et après, j'ai passé beaucoup de temps toute seule avec la fille dans sa voiture à l'aider à faire les courses. Et à la fin, il y a eu ces moments filmés, mais c'était un tout petit peu mise en scène. Comme certains moments, par exemple, quand elle rentre et qu'elle ouvre la porte, ça se voit, je pense, d'ailleurs, parce qu'il y a la caméra des deux côtés. Donc, bon. Mais voilà, c'est un tout petit peu mise en scène et la fille, elle était contente de participer, mais c'est vrai que j'avais passé du temps auparavant avec elle toute seule. Et on s'est rendu compte aussi, grâce à ça, bien sûr, des conséquences sur les enfants de grandir dans un foyer où il y a des violences, mais aussi parfois, parce que les mamans, en l'occurrence Michel, mais c'est le cas de beaucoup de mères, veulent protéger les enfants de ces violences-là, elles n'en parlaient pas et elles les cachaient autant que possible. Et je pense qu'en tant qu'enfant, c'est aussi peut-être facile de fermer les yeux dessus. Enfin voilà, surtout s'il y a un père un peu manipulateur qui, lui, a le beau rôle en fait dans le couple. Et du coup, on a découvert aussi les griefs qu'avaient les enfants de Michel contre elle, en ayant trouvé qu'elle était une maman très absente parce que extrêmement dépressive du fait des violences, du fait de son enfance et des violences qu'elle avait subies. Donc, elle passait beaucoup de temps médicamentée dans sa chambre, dans le noir. Et le père, lui, semblait avec les enfants être un bon père. Mais bon, bien sûr, on ne peut pas être un bon père quand on frappe sa compagne. Mais en tout cas, il n'était pas violent avec les enfants et était très présent pour eux. Et donc, il y a eu cette espèce de distorsion de la réalité dans l'imaginaire des enfants de Michel.
Et là, quand sa fille vient pour Thanksgiving, c'était un peu un premier pas dans le fait d'écouter la version de Michel enfin. Et une de ses petites filles et une autre de ses filles ont vu après le film fini. Et je pense que c'était quand même des premières briques pour montrer une autre réalité de la relation de leurs parents et des conditions dans lesquelles elles avaient grandi. En plus, donc quand Michel a quitté du coup son ex-mari qui la battait, les enfants qui étaient encore là se sentaient complètement abandonnés parce qu'ils savaient pas en fait vraiment. Enfin, ils savaient pas ce qui s'était passé. Donc, ils avaient juste l'impression que leur mère les avait abandonnés. Donc, on a organisé une projection avec les 3 protagonistes qui se sont rencontrés pour l'occasion à Washington. On est allé dans le Missouri pour faire le trajet avec Michel parce qu'elle n'avait pas de papier d'identité, donc elle ne pouvait pas prendre l'avion. Donc, c'était en bus et c'était du coup un très long trajet. Donc, on l'a fait avec elle. Du coup, c'est vraiment 35 heures. Enfin, tu vois, ah oui, c'est énorme. Je ne me rendais pas du tout compte. Oui, voilà, c'est tellement vaste. Plusieurs pays européens. Enfin, c'est. Ok. Oui, c'est plusieurs jours en fait, et nuit dans le bus. Dans le Midwest, on a eu des tornades autour de nous, vraiment littéralement. Enfin, on a eu peur pour notre vie. Michel, qui est croyante, le prenait beaucoup plus à la cool, qui est croyante et qui avait aussi un masque d'oxygène avec elle. Oui, du coup, pour était plus relax. Et puis les applications qu'il faut pour suivre la tornade. Et elle s'est rendue. En fait, tout a commencé avec Lalita qui dit il y a une tornade à droite, une autre à gauche et tout dans ce quart. Moi, j'avais préparé les sandwichs, j'en étais très contente. Du coup, j'étais là, chut, c'est bientôt l'heure du sandwich. Et Michel qui confirme en voyant sur son appli qu'on est entre 2 tornades. Et vraiment, on les voyait se dessiner. Enfin, c'était très impressionnant. En fait, c'est le ciel se couvre tout à coup. Et tout à coup, t'as l'impression que le ciel est juste au-dessus de ta tête. Et tu vois juste par éclair autour de toi. Sinon, c'est tout. T'as l'impression d'être dans la grisaille totale. Et après, tu vois les cônes qui se forment. Et en fait, les gens priaient dans le car. Mais si t'es pas croyant, t'es juste pris dans ton truc. Et tout à coup, tout le monde recevait des alertes. Et tu ouvres le téléphone et tu vois que t'es au milieu de la zone rouge. Ça nous est arrivé plusieurs fois avec Michel, parce que vraiment, elle s'est installée dans un coin à tornade, quoi. Mais donc voilà, donc ce voyage fatidique où on est arrivé toutes vraiment très fatiguées, on en avait trop marre. Mais ça a permis à donc Michel aussi de renouer avec sa fille, une autre de ses filles qui vit dans la région de Washington, et parce que elle l'a logée pendant le temps de la projection, et finalement elle a fini par rester plus longtemps, et donc voilà, elle a petit à petit commencé à reconstruire ses liens distendus avec ses enfants, qui évidemment c'est quelque chose de très important et fondamental pour elle, quoi. Est-ce qu'il y a des lignes rouges que vous fixez ou que vous vous êtes rendu compte que finalement vous étiez mis au fur et à mesure de vos réalisations ? Je pense que ça se fait organiquement parce qu'on veut évidemment respecter ce que les protagonistes veulent bien raconter et de quoi ils veulent bien parler. Mais du coup, ça se fait avec la création d'un lien de confiance et en gros, ils savent que même s'ils ont dit quelque chose face à la caméra, où ils pourraient changer d'avis ensuite, ils peuvent nous le dire, quoi. Et donc, on tient ça toujours en compte. Enfin, c'est toujours très clair qu'ils ont un peu le pouvoir de ce qui est raconté. Non, la ligne rouge qu'on avait, c'est, je pense pour ce film-là dont on a discuté, c'est que deux des protagonistes, Lorraine et Freddie, c'est dit dans le film, boivent beaucoup. Et quand même qu'il y a eu des fois, il y a eu toute une séquence où on était chez eux et où Lorraine a raconté des abus qu'elle a vécu dans l'enfance, vraiment très, très, très poussés. Et en fait, elle n'est pas revenue dessus avec ce même niveau de détail ou d'information, sobre ou en tout cas moins saoul. Et donc, par exemple, ça, on ne l'a pas gardé. Enfin, on avait besoin d'une conscience éclairée des deux côtés pour être sûr que ce qui se passait était voulu par tout le monde, quoi. Il y a le documentaire qui existe, tout ce qu'on voit, ça dure 1h20, mais il y a aussi tous les à côté, tout ce qui s'est passé avec ces femmes. Quelles sont les choses qui vous marquent encore aujourd'hui ? Pour Michel, il y a eu quand même l'aspect, à la fin, de réussir à faire ce crowdfunding et d'avoir des sous pour sa caution, pour qu'elle ait sa maison. C'était quand même hyper important. Après, Michel, elle se rendait pas compte parfois que nous non plus à l'époque, enfin encore maintenant d'ailleurs, on n'avait vraiment pas le sou, et donc parfois on allait au supermarché avec elle et
bien sûr, c'était nous qui allions faire les courses. Mais après, elle mettait une petite bougie dans le panier, un petit truc. Et c'était toujours... c'est pas facile. Enfin, quand on sait pas trop dire non et qu'on veut faire plaisir, ça, c'était toujours un peu compliqué. Et puis, on a pris... à un moment... Lorraine et Freddie, en fait, les aides qu'ils avaient, c'était juste assez pour leur loyer. Et du coup, pour la nourriture, ils n'avaient rien à manger, en fait. Et donc là, on aidait, mais avec vraiment système D. Ils s'achetaient les ramen où tu mets de l'eau bouillante. Quoi. Par paquet de 50. Paquet de 50. Okay. Et du poulet congelé, reconstitué. Nous, avec pareil, par paquet on se sent très bourgeois en comparaison, quoi, avec. Oui, malgré le fait que des choses qu'on mangerait pas, non. Oui. Et après, Alissa, il y a eu la fois où son fils était malade, où on a aidé à garder. Vous aviez joué les intermédiaires entre Alissa et son ex-copain. Vous avez gardé les enfants aussi, toutes ces choses. Et puis Lorraine et Freddie aussi, il y avait beaucoup. Ils se chamaillent beaucoup et il y a aussi beaucoup d'incompréhension parfois. Donc nous, on essayait. Malgré le fait que, quand même, fondamentalement, on était toujours team Lorraine, on essayait quand même de recréer du dialogue. Et notamment, il y a la scène du zoo là, dans le film. On était là, Freddie voulait juste voir les lions et les tigres. Et elle prenait un malin plaisir, je pense, pour l'embêter à aller voir tous les autres animaux du zoo. Et donc là, quand même, on était intervenus en disant, bon... Et Freddie voulait voir que des animaux extrêmement masculins. Les lions, les tigres et les ours. Un très beau moment d'ailleurs, ce passage-là entre les deux. En plus, donc ça, c'était le jour de l'anniversaire d'Ariane. Donc la pauvre, elle recevait des messages pour son anniversaire. Et en plus, moi, je l'engueulais. Elle me rouspétait. Elle disait, réponds pas au téléphone. Éteins ton téléphone maintenant. Est-ce que vous avez considéré à la disparition de Freddie en 2019, si je ne dis pas de bêtises sur la date, retourner aux États-Unis pour quelques images en plus après sa disparition, ou est-ce que c'est quelque chose finalement? Comment est-ce que vous l'avez considéré ce moment-là? On avait déjà beaucoup entamé la post-production. Après, on est allé montrer le film aux États-Unis, donc on était évidemment avec Lorraine, et la famille de Freddie est venue et sa sœur est restée debout pendant tout le film. Et ça, c'est un moment qu'on n'oubliera pas. Et quand même est née là. C'est-à-dire que la distance qui nous sépare géographiquement de ces femmes, tout à coup, se fait beaucoup plus ressentir avec Lorraine parce qu'on sait qu'elle est toute seule. En fait, c'était, on appelait Lorraine. Je pense que c'était à voir avec la post-production. On avait un petit carton à la fin pour dire où elles en étaient, etc. Et donc, on voulait juste vérifier quelque chose avec elle. Et en fait, là, ça allait pas. Et on entendait tout de suite à sa voix. Et elle disait, j'ai une très mauvaise nouvelle. Et vraiment, là, le cœur a fait ça parce que c'était... Enfin, voilà, ça faisait tellement de la peine. En plus, c'est complètement secondaire, mais on aurait voulu qu'ils puissent voir le film. Cynthia, la chanteuse, est depuis décédée aussi. On l'a appris plus tard, donc il n'y avait personne pour nous appeler. Il n'y avait pas les frères et sœurs ou les amis qui nous connaissent, qui pouvaient nous appeler comme pour des personnes plus entourées et avec des modes de vie plus stables. Donc Cynthia, on l'a appris par un ami qui est un militant et ex-sans-abri, du coup, qui connaissait un peu tout le monde et qui nous en a informés, mais c'est trop tard pour participer à une veillée ou quoi que ce soit. Et voilà. Et donc, c'était d'autant plus précieux pour nous le fait qu'on soit venu en 2023 pour montrer le film et qu'on ait vu Cynthia et qu'on ait eu des moments forts avec Cynthia. Donc, notamment, elle nous a forcés à faire une partie de ping-pong. Il y a un type de lieu aux États-Unis où tu peux en fait louer une table de ping-pong et c'est un peu un truc pour des trucs institutionnels, quoi. Voilà. Donc, des after-work de bureau. Des after-work. Donc, tu es censé boire des cocktails en jouant au ping-pong et tout ça. Donc, c'était vraiment le décor un peu étonnant où se retrouver avec Cynthia. Mais elle y tenait beaucoup, donc on l'a fait. Après, elle a tenu à nous inviter. On s'est retrouvés parce que c'était un quartier central, donc... de Washington où il n'y a que des endroits, en fait, justement, le genre de bar où vont les lobbyistes. Et donc, tout est extrêmement cher parce que tout le monde a des cartes de leur compagnie, quoi. Et en fait, elle a tenu à nous inviter. Donc, on s'est retrouvés dans un de ces lieux où, finalement, on a pris un coca, mais ça coûtait 5 balles, quoi, ou 10 balles. Enfin, avec l'inflation, c'est un truc de partagé. Et on a fait cette partie ça nous a vraiment de ping-pong. Et là, on a découvert... on est tous différents quand on joue. Tu vois, il y a des gens qui veulent gagner, d'autres moins. Enfin, voilà.
Et Cynthia, elle voulait gagner, quoi. Elle nous mitraillait. Et elle nous mitraillait. Parfois, juste, elle faisait fi de la table de ping-pong et elle nous l'envoyait dessus et tout. Et elle était un peu frustrée parce que nous, on n'avait pas le répondant qu'elle aurait voulu qu'on ait, quoi. Alors, Cynthia, donc c'est la chanteuse que l'on entend à plusieurs reprises dans le film, qu'on voit d'ailleurs au générique. Ce qui est très intéressant dans ce film, c'est qu'il y a effectivement, disons, 2 styles de musique. Il y a une musique instrumentale composée par Adrien Beckerman. On ne le ressent pas effectivement dans le film, même quand on la voit au générique, on ne se dit pas à quel point cette femme a pu être marquée par la vie ou quoi. Ça se voit pas du tout. Et effectivement, ça m'a fait beaucoup rire cette anecdote selon laquelle effectivement vous ne pouviez pas boire. Au début, c'était compliqué pour vous de boire juste un café avec elle parce qu'elle avait peur que vous étiez envoyé par la CIA pour la tuer, etc. Alors comment est-ce qu'on fait pour arriver à lier une confiance avec ce type de profil? Toi, t'es forte pour ça. Disons que j'avais toujours peur que tout à coup elle se mette à être paranoïaque envers nous. Enfin, il y avait toujours cette peur. À quel moment ça va flipper? Mais en fait, ça n'a jamais switché. Je sais pas envers pourquoi. Nous, non. Mais quand même au début, donc il y avait plein de moments où en fait elle refusait de boire des trucs qu'on avait. On lui proposait de commander un truc à boire et tout ça, et elle voulait pas au début. Et on a compris qu'en fait elle avait peur d'être empoisonnée. Et en fait, ce qui est terrible, c'est que c'est pour ça qu'elle était sans abri. C'était quelqu'un d'absolument génial, d'une créativité incroyable. Elle écrivait un opéra, et nous, quand on lui proposait de faire des chansons pour le film, en 3 secondes, elle écrivait un truc, elle le chantait, elle avait une voix incroyable et en même temps une écriture aussi de texte. Enfin, vraiment, elle était brillante, mais comme... Et une personnalité. Enfin, c'est le genre de personnes qui ont un tel charisme. Enfin, elle est impressionnante, quoi, quand tu es avec elle. Mais du coup, elle, à chaque moment, chaque fois qu'on lui trouvait un logement, elle avait l'impression qu'on l'empoisonnait et qu'il y avait des conditions de vie qui sûrement étaient un symbole pour le fait que peut-être quand même que c'était pas des conditions vraiment acceptables. Mais en même temps, du coup, elle avait vraiment l'impression que des gens venaient la nuit pour l'injecter avec des choses et pour l'empoisonner. Et du coup, elle repartait. Il y avait des bêtes qui la piquaient. Enfin, je veux dire, tout partait de quelque chose qui était bien palpable. Se retrouvait du coup toujours finalement à la rue parce qu'elle acceptait pas ses logements, et à la fin, il aurait fallu pour qu'elle obtienne ce qu'ils appellent un appartement thérapeutique, qu'elle fasse un diagnostic avec un psychiatre. Mais en fait, elle voulait pas parce qu'elle considérait pas du tout qu'elle avait à faire ça, et donc du coup, c'est pour ça qu'elle est restée dans des conditions de sans-abrisme toute sa vie, quoi. Mais en même temps, oui, elle était extrêmement drôle aussi. Oui. Et petit à petit, en fait, l'expression un peu forte, des têtes tombaient. Enfin, c'est qu'on la voyait. Et Bidule, qui était une connaissance en commun, était devenu en fait aussi un membre de la CIA qui lui en voulait. Puis après, une autre femme aussi qu'on connaissait en commun parce qu'on avait fait ces fameux ateliers d'écriture ensemble. Elle aussi, en fait, faisait partie du complot. Et donc, on voyait le truc grandir autour avec toujours l'inquiétude qu'on soit les prochaines à être suspectées. Et je ne sais pas par quel miracle on a été épargné de ça, mais c'est vrai que c'était une inquiétude tout le long. Enfin, elle avait composé des choses tellement belles. Enfin, c'était important pour nous de rendre hommage à tout ce travail. Et on l'aurait pas fait en pirate, en fait. Si entre-temps, elle nous suspectait, on l'aurait pas gardé. Et même à la fin, au-delà de jamais nous suspecter, elle nous a même vachement soutenus quand on a fait du coup la projection à Washington, où évidemment elle était. Elle nous a écrit 2 petites lettres personnelles pour nous dire combien... Enfin, il y avait un truc de girl power, du coup, et du coup, elle nous disait que on s'était battus et qu'elle était fière de nous, et du coup, ça nous a vraiment, vraiment émus, quoi. La post-prod. En voyant le film, en voyant l'affiche, en voyant votre message, etc., je m'attendais en fait à vous voir aussi au montage. D'accord. Je m'attendais à ce que vraiment vous occupiez cette partie-là. Donc j'ai été étonné, de voir que finalement non, en fait, vous aviez fait appel à une personne pour le montage, et qui plus est, un homme. Oui. Je me demande effectivement comment ça s'est décidé, le fait de déléguer cette partie du montage.
Est-ce que ça s'est décidé très tôt ou plutôt tard? Est-ce que c'est purement une question technique, de connaissance? Ou tout simplement, vous aviez besoin de ce regard extérieur? Comment s'est construit ce choix-là, la post-prod? Moi, j'ai fait un atelier de montage aux ateliers Varan. Et une des choses que j'ai compris aussi du côté monteuse, c'est quand même l'importance de ce travail-là. Évidemment, parfois, on n'a pas les moyens et on doit tout faire nous-mêmes. Il y a plein de choses qu'on a faites nous-mêmes. Mais là, comme on avait de quoi faire une post-production, c'était vraiment très important pour nous parce que déjà, ça ajoute un autre regard, un regard évidemment très précieux parce que les monteurs avec qui on a travaillé étaient très doués et très sensibles tous les deux. Et donc, pourquoi ne pas s'accorder ça? Et aussi... il y avait une proximité pour nous des rushs. Comme ces femmes sont devenues au minima des amies, ou plus vraiment des membres de notre famille, tu as une telle proximité avec les rushs que c'est quand même c'est un matériau qui est quand même très dur à monter derrière, ou en tout cas à sublimer, ou pour lui rendre une forme de narration, quoi. Et on a d'abord travaillé avec une femme, Sandrine Romay-Lemoine, qui, elle, a beaucoup travaillé avec Depardon au début de sa carrière, et qui donc, on était d'abord dans un montage très... c'était trop chouette de travailler avec Sandrine. C'était un premier film, une première version du film qu'on a adoré. Mais après est arrivé un moment où Sandrine voulait vraiment laisser vivre les plans, ce qui se défend tout à fait, ce qui se fait énormément en documentaire d'auteur. Et je crois qu'à ce stade-là, nous, on avait une envie de construction narrative un peu plus grande. Et c'est là qu'est arrivé Giles. C'est vrai qu'avant de travailler avec Giles, on s'était beaucoup dit on veut travailler qu'avec des femmes. C'était important pour nous, cette première lecture avec Sandrine. Avec Giles, il y a eu beaucoup moins de temps qu'avec Sandrine. Après, il y avait des trucs très pratiques de Giles est anglais. Il a une expérience énorme, et notamment en fiction. Il a récemment co-réalisé, pour le coup, c'est un docu avec James Ivory. Il a bossé avec James Ivory, donc il avait un peu un univers de film aussi sur des relations humaines, sensibles. Voilà. C'est aussi, même si on tient à travailler autant que possible avec des femmes, il y a une telle sensibilité, un tel regard, vraiment. Par exemple, autour de Freddy, il a fait revivre Freddy dans le film grâce à lui, quoi. Et surtout, avec le fait que depuis Freddy a disparu, je pense qu'on lui est très, très reconnaissant d'avoir participé à ça. Et donc, je voulais aussi rajouter que c'est un film aussi avec 3 histoires croisées. Et donc, le fait d'avoir une certaine virtuosité, un talent et une grande expertise, parce qu'il a travaillé sur de nombreux films, dans le montage, ça nous a quand même aidé à faire quelque chose qui marche avec ces 3 histoires en même temps. Et donc, les faire se répondre, avoir des moments un peu de respiration avec les chansons de Cynthia. Il y a un truc de l'ordre de la recherche formelle qui, avec Giles, a pris une autre ampleur que tout ce qu'on aurait pu faire de toute façon. En revanche, pour les autres stades, pour le montage son qu'on a découvert pleinement avec ce film-là, on a travaillé avec Claire Cahu, qui est une femme, et ça a été aussi un moment super d'apprentissage pour nous, et de prendre conscience de combien rajouter ces couches au son faisait revivre le film, et ne disait pas du tout la même chose, en fait, selon les couches qu'elle mettait, ou qu'elle ne mettait pas d'ailleurs. Parfois, tu dis encore plus en ne mettant pas un des sons qu'on s'attend à entendre à cet endroit. Oui, c'était d'une complexité à laquelle on ne s'attendait pas. Par exemple, il y a ce moment où Michel, à l'image, on la voit qui déambule toute seule, et au son, on entend les sons d'une dispute avec son compagnon, assez violente. Mais du coup, elle était... en fait, c'est clair, les questions, c'était... Alors, est-ce que la déambulation se passe au présent et l'action se passe au passé? Est-ce que la déambulation se passe au présent, mais l'action, c'est son futur? Ou alors, est-ce que... Et du coup, selon la réponse, il y avait une question d'effet au son, de présence des sons in ou pas, etc. quoi. Nous, on découvrait vraiment tout ça. Ouais. Et après, en plus, elle a une banque son infinie, parce qu'elle a bossé sur plein de films. Donc après, on était là, on écoutait des pas, et ça c'est les pas de telle actrice. Ah d'accord, est-ce que ça correspond à... Il y avait un côté comme ça, plus anecdotique et très amusant pour nous. Et à l'étalonnage, on a travaillé avec Mathilde Delacroix, qui aussi fait principalement de la fiction, et qui là aussi, il y a eu toute une recherche. Alors, je pense que notre œil s'y est fait au début, mais au tout début, elle nous montrait différents travail sur l'image qu'elle faisait, et c'était même dur pour nous de voir la différence ou de savoir se projeter. Et là, on a eu de la chance, et avec Claire et avec Mathilde, d'avoir des personnes qui ont pris le temps aussi
nous expliquer pourquoi telle intention, pourquoi nous proposer ça. Si nous, notre gut feeling, si nos tripes nous emmenaient vers quelque chose, notre instinct, elle nous expliquait ce que ça renvoyait aussi dans l'imaginaire de tout un chacun. Enfin, il y a eu un travail super pour tout ce stade-là. Et aussi fait sur mesure au film et au personnage, et ce que chaque femme dégageait, parce que à la fois donc à l'image, avec l'étalonnage avec Mathilde, les couleurs et ce qu'elle a fait ressortir, elle est très très bien avec le côté très chaleureux de ce qu'elle dégageait, le côté pop aussi, et Adrien aussi, quand il a écrit, le compositeur Adrien Beckerman, quand il écrivait sa musique, c'était au tout début. Alors il y avait même pas de montage final, il y avait des ours, des trucs qu'on avait un peu bricolés. Adrien, il est rentré dans la boucle en tout premier, quoi. Vraiment les premières images qu'on a ramenées, il a commencé à composer dessus. Et lui, et du coup, il réagissait de manière très émotionnelle et sensible par rapport aux protagonistes qu'il voyait dans les rushs, à ces personnes quoi, qu'il voyait. Et du coup, il a écrit plusieurs pistes de musique qui correspondaient un peu à chacune des femmes et qu'on a utilisées au fur et à mesure du montage. Et qui nous ont complètement accompagnés dans la structure narrative après. Pour la partie post-prod, on s'est retrouvés aussi, parce qu'on avait monté notre boîte de production, à être à la fois les réalisatrices, les productrices, les directrices de post-prod, à embaucher du coup toutes ces personnes avec du coup des discussions aussi sur les rémunérations, devoir faire les fiches de paye. Enfin, ça a été tout un travail énorme qui nous intéressait moins. Et aussi à se rendre compte, on n'était pas tout à fait pris au sérieux au début, pas par les personnes avec qui on travaillait, mais par exemple par les studios de post-prod. On a eu un des studios, il y en a plein qui étaient super. Voilà, je ne sais pas du tout si par rapport à tout ça, mais il y en a un où on a travaillé, où vraiment, en fait, on se faisait draguer par les gars qui nous filaient la salle et il n'y avait aucun échange. Nous, on avait des problématiques de demain, ça commence, il faut qu'on ait installé la session. Tu vois, on était stressés. C'était la première fois qu'on faisait ça. Tout ça était assez anxiogène et était clairement limité par le temps. Autant le tournage, on a pu prendre notre temps, autant là, t'es limité, donc tu veux que tout se passe bien. Et où c'était impossible de parler de ces aspects techniques parce qu'à la fin, on nous demandait notre numéro ou quoi. Et là, le monteur, du coup, Giles, l'homme, vraiment, le premier jour, il les a vus, il nous a dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc » Il a remis les points sur les i. Vraiment, lui, il est venu avec toute son autorité. Masculine, hein. C'était... depuis maintenant, on s'impose beaucoup plus. Et on est beaucoup plus vigilante à ça parce qu'on ne veut pas du tout avoir besoin... D'abord, c'était pas son rôle. Et ensuite, on veut... dans la vie de tous les jours, loin de nous l'envie d'avoir besoin, et ça n'a jamais été comme ça que ça s'est organisé, d'un homme pour rétablir ce genre de choses. Mais là, vraiment, Giles a fait un miracle le premier jour, quoi. Vraiment, au bout de 2 minutes, ça va pas se passer comme ça, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et après, il y a aussi quand même l'aspect technique. Donc, autant on a dû apprendre sur le tas le côté administratif de la production et tout ça, l'aspect technique aussi. On n'est pas des grandes techniciennes, quoi. On utilise notre matériel pour faire ce qu'on a envie de faire. Mais après, donc par exemple, il y avait à la post-prod, il y avait un moment où on pensait qu'on n'avait pas de film et que c'était la grosse catastrophe parce qu'en fait, les images étaient tournées en 23,98. Voilà. Et en fait, donc une séquence de montage où c'était les mauvaises images par seconde. Et du coup, quand on sort le montage fini dans le studio de post-prod, ça fait un truc bizarre, un bug bizarre avec les images. Ouais. Et là, en fait, le gars du studio de post-prod disait en gros c'était la catastrophe, qu'on ne pouvait pas diffuser ce film parce que... et du coup, on pensait qu'on n'avait rien. C'était vraiment le gros stress. Donc du coup, apprendre ces choses-là au fur et à mesure, quand tu n'as pas forcément toute une équipe technique derrière, ça peut être haut en couleur. Donc au total, effectivement, 5 ans de tournage, je n'avais pas tourné tous les jours, c'est évident, mais quand même 5 ans. Ça veut dire qu'on a quand même un certain nombre de rushs. Est-ce que vous avez une idée approximative du nombre d'heures que vous avez sorti de tout ça? Comment s'est passée cette étape-là, qui est une étape fondamentale? Donc, je crois qu'on avait une quarantaine d'heures, une cinquantaine d'heures. Ce qui n'est pas tant que ça, en fait. C'est pas tant que ça, oui, c'est très peu. Oui. Hein. Oui. Ça plairait aux gens. Il y a beaucoup de profs en docu un peu snob qui parlent encore de la pellicule. Ils seraient contents. On n'a pas abusé. Voilà. 50 heures en 5 ans. Ouais. Oui, mais c'est aussi qu'on passait beaucoup de temps sur filmer, comme tu disais.
Et du coup, pour le dérush, on était toutes les deux là avec notre première monteuse Sandrine. On a l'air chill comme ça. On est assez interventionniste en fait. Enfin, on a du mal. On n'arrivait pas à lâcher le bébé. On était là chaque minute en fait. Après, c'était très dur du coup parce qu'on regarde aussi nos propres rushs et on se voit à l'écran. Et puis on a appris en faisant aussi en fait. Et la forme aussi du film évolue entre les premières images du film et les dernières. Et nous aussi, on a évolué et on fait plus. Il y a certaines choses qu'on fait plus pareil. Du coup, je pense qu'on a aussi beaucoup appris pendant ce dérush. Quelle est votre part d'implication dans la post-prod à chacune? Est-ce que l'une de vous deux était un peu plus détachée ou l'une était plus concentrée sur l'étalonnage? Là encore, je vois le regard qui est... On était toutes les deux hyper interventionnistes. Non oui, mais je crois que moi, je me suis un peu reposée sur Lalita pour faire le bad cop. Je l'avoue, quoi. Je pense que j'étais plus lente aussi. Enfin, en fait, j'étais plus facilement impressionnée par l'expertise des gens avec qui on travaillait. Donc, quand ils proposaient quelque chose, je partais du principe que même si c'était pas ce dont j'avais envie, ils avaient sans doute raison. Et après j'y repensais et je me disais, en fait, non, mon envie se place ailleurs. Alors que Lalita, toi, t'avais moins ça. Enfin, t'arrivais plus vite à avoir conscience de ce dont tu avais envie. Moi, ça me prenait un peu plus de temps. Ce qui fait que de toute façon, elle réagissait plus vite. Donc, parfois, elle s'opposait aux propositions. Ou en tout cas, on les rediscutait, on les retravaillait. Et après, c'est vrai qu'il y a eu plein de fois où je me suis complètement reposée sur elle en lui reparlant et tout, en dînant. Ou oui, tel truc. En fait, j'y repense et c'est elle qui devait. C'est vrai que comme on se connaît très bien, on peut se regarder et sans avoir forcément... Enfin, on voit tout de suite si on est d'accord sur un truc. Mais par exemple, oui, c'est vrai que c'était un peu difficile parce que quand on regardait des trucs avec le monteur, qu'il avait fait des séquences, on était chacun à noter les petits trucs. Et moi, j'avais une liste qui faisait une page des deux côtés. Et elle avait 2 trucs. Et le monteur, il en avait 5. Et moi, j'étais là, mais je suis vraiment chiante, en fait. Et à la fin, c'était le dernier jour et j'avais encore des petits trucs qui me buguaient. Et je savais que c'était le dernier jour, la dernière heure et qu'il fallait lâcher l'affaire et que de toute façon, on n'est jamais... rien ne peut être complètement parfait. Il y a toujours des petits trucs, mais... en tout cas, pas sur ces économies-là, sur ces échelles-là. Enfin, évidemment que non. Après, donc c'est l'anecdote qu'on m'a racontée aux ateliers Varan, c'est que apparemment Jacques Tati était un grand perfectionniste et donc même une fois que on se compare pas à Jacques Tati. Non, pas du tout. Mais c'est-à-dire que je peux comprendre en tout cas comment il était, quoi. Mais du coup, même quand son film était sorti et qu'il allait le voir en salle et qu'il le voyait en salle et qu'il se disait en fait sur tel gag il y a une image de trop. Et après, il revenait voir sa monteuse. Et à l'époque, c'était pas le même type de montage, donc c'était beaucoup plus compliqué. C'était physique, quoi. Il fallait rapiécer des trucs ou les couper littéralement, mais il continuait, quoi. Là, ce qui est particulièrement difficile, effectivement, c'est que vous êtes limité au niveau de post-prod. C'est qu'à un moment, il faut lâcher, quoi. Vous n'avez pas le choix. Il n'y a pas le choix. À un moment, c'est fini. Enfin, et ça, c'est pas facile. Aussi, quand tu as tourné pendant autant d'années, enfin, y a un truc de l'ordre, je sais pas, il y a des gens qui parlent de maïotique. Enfin, je trouve... Mon ancienne psy qui me disait qu'à un moment, il fallait accoucher de ce bébé. Si elle avait su qu'on allait encore tourner pendant des années. mais du coup, il y avait ce truc. C'est un travail tellement long qu'à un moment, le lâcher, c'est dur. C'était dur, en fait. Par exemple, tu disais que tu avais fait 2 pages doubles d'annotation pour, pour noter ce qu'il fallait modifier. Qu'est-ce que tu regardais peut-être sur le montage que toi, tu regardais peut-être pas spécialement ou que le monteur regardait? Quelles étaient vos différences, finalement, vos attentes sur le film? Moi, c'était vraiment sur les questions un peu très détaillées de... Ouais, plus au... je sais pas. Enfin, je trouve que toi, tu as un sens de la narration. Aussi, peut-être parce qu'elle vient de l'écrit à la base. Enfin, il y a un truc où naturellement, tu sens ou pas une narration qui se construit ou qui fonctionne. Ou, alors que j'ai l'impression que moi, j'étais très nombriliste avec mon problème de mes images, quoi. Enfin, j'avais du mal à dépasser ça aussi, sans doute parce qu'il y avait une question de légitimité aussi, qu'on va sans doute se poser toute notre vie, que les femmes se posent encore plus que les hommes. Enfin, voilà. Et c'était un premier film et on avait appris en le faisant, donc il y avait un peu un abysse de est-ce qu'on est légitime à le faire? Est-ce que tout ça existe vraiment? Est-ce que c'est un vrai film? Et donc, quand il y avait ces choix un peu drastiques de mes images les plus chaotiques parfois parce qu'elles racontaient plus quelque chose, je crois que moi, ça a appuyé sur ce point sensible de est-ce que j'avais été légitime à filmer ça? Et donc, j'ai eu du mal. Et
Et petit à petit, j'y arrivais de mieux en mieux. Et c'est pour ça que petit à petit aussi, j'ai eu l'impression d'être beaucoup plus active dans le processus. Mais au tout début, j'étais un peu bloquée au montage avec ça. J'ai l'impression que toi, tu as eu plus ça au moment du son, justement. Oui, moi, le son. Alors que le montage son, j'ai eu l'impression d'être plus à l'aise. Et au mix, c'est moi qui étais peut-être un peu plus pénible sur la spatialisation du son. Il y avait un truc qui me venait plus naturellement, mais qui était peut-être lié au fait que c'était un peu l'inspection des travaux finis du travail préliminaire que je n'avais pas fait. Et là-dessus, d'ailleurs, en parlant du son, on en a déjà un petit peu parlé, mais c'est une question qui est aussi intéressante, notamment dans le cas du documentaire. C'est souvent une question qui se pose souvent. Souvent, le choix est fait de ne pas mettre de musique. Vous avez donc mis de la musique, et même, j'ai envie de dire, deux musiques, deux choses très différentes. À quel moment la musique est intervenue dans ce projet? Donc, la musique de Cynthia, puis j'ai encore oublié le nom. Adrien Beckerman. Adrien Beckerman. À quel moment le choix s'est fait de l'un et de l'autre? Expliquez-moi un petit peu comment ça s'est fait. Alors, Cynthia, on l'a entendu chanter dans cette association, et il y a eu une forme d'évidence, en admiration face à sa voix. Et après, en créant ce lien, elle a proposé d'écrire des chansons. Donc là, il y avait une évidence, même s'il y a eu une complexité au montage à intégrer ces chansons, parce que les documentaires, c'est souvent un peu bavard déjà. Et donc, tu te retrouves avec un truc où ça parle beaucoup. Et en plus, c'est des chansons à texte. On veut mettre en avant les textes puisqu'elle les a écrits pour le film. Donc là, il y a une complexité au montage de les intégrer, mais c'était sûr qu'on les voulait. Je pense qu'on a pris conscience des débats sur la musique en documentaire une fois que nous, on avait commencé à construire ainsi notre film, sans doute nourri par une culture plus fictionnelle que documentaire à la base, en fait. Et donc, on construisait notre film, et il nous fallait de la musique. Adrien Beckerman, on trouve super ce qu'il fait, on s'est super bien entendu, les sensibilités se rejoignaient. Et après, on s'est retrouvés, par contre, face à des personnes beaucoup plus... c'est un monde assez snob, quand même, le monde du documentaire, c'est un peu les intellos du cinéma. Et je pense que le snobisme vient aussi du fait que c'est le parent pauvre. Il n'y a pas d'argent, en fait. Donc, il faut se la raconter d'une façon ou d'une autre. Soit tu fais des entrées, soit t'es normalien et t'es tout fier intellectuellement. Voilà, t'as toute une théorie. Et donc, on s'est retrouvés face à des théoriciens, certains vraiment outrés qu'il y ait de la musique. Vraiment, on a découvert des débats. C'est pas si souvent, effectivement. Ah oui, ça a vraiment choqué. La musique et les interviews aussi. Et les interviews, nous, de toute façon, le film, c'est aussi en grande partie du cinéma direct, mais les interviews, ça permet quand même aux gens d'exprimer dans leurs propres mots quelque chose, quoi. Et ça peut être vraiment très fort et cinématique. Donc, voilà. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, effectivement. Quand j'ai découvert le film, c'est la première chose à laquelle je me suis dit, effectivement. Alors, comme je vous l'ai dit avant de commencer ce petit échange, moi, je ne suis pas grand spectateur du format documentaire. Ce n'est pas quelque chose que je vais regarder de manière habituelle. Mais j'ai quand même des choses que j'aime ou que je n'aime pas trop dans les documentaires. Et effectivement, une des choses qui pourrait avoir tendance à me faire fuir, c'est de sentir la personne qui filme, d'avoir des questions, d'avoir des choses comme ça. Effectivement. Je ne sais pas pourquoi, sur ce film-là précisément, effectivement, j'ai senti qu'il y avait finalement besoin de ça, besoin de cette présence. Alors, justement, est-ce que très tôt, vous avez décidé de garder les questions dans le film, ou est-ce que ça s'est vraiment décidé au montage? Je crois qu'on en a parlé rapidement tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut revenir un peu là-dessus? Oui, au début, nous, on voulait tout couper. Vraiment, on voulait s'extraire complètement du film et des rushs. Et c'est avec Sandrine, la première monteuse, qui... en gros, elle disait, mais il faut absolument que vous restiez dedans, parce qu'elle considérait que ça faisait partie de l'histoire aussi. Que nous, on avait passé tout ce temps avec elle, et que ça créait un côté chaleureux, ça montrait une certaine complicité qui permet aussi au public de se projeter dans une complicité avec les protagonistes, ce qui est important aussi. Mais c'est vrai que pour nous aussi, c'était une déconstruction, parce que nous, on s'était dit, on fait ce film pour donner la parole, pour qu'elles aient le pouvoir de cette image, de ce récit, on ne va pas se mettre dedans. Et finalement, c'est au montage qu'on nous a convaincus et qu'on a été convaincus qu'en fait, notre présence avait une utilité dans le film, et que finalement, on l'a fait un peu ressortir de façon organique. Elle était là dans les rushs, mais en tout cas, on est aussi allé chercher vers ça. Et après, pour la partie interview,
on ne s'est pas exactement dit on va faire des interviews, mais il y avait quelque chose de naturel qui s'est installé où on les suivait dans leur quotidien. Et en fait, d'avoir ce cadre-là et de pouvoir se confier faisait qu'elles s'asseyaient et elles commençaient à raconter des trucs. Et donc là, tu ne vas pas leur dire, ben non, je coupe la caméra, absolument pas, je veux juste te voir en action. Donc tu gardes. Et en fait, ce cadre-là créé pour des personnes qui ont peut-être moins l'occasion que quand on est dans des conditions d'existence plus faciles, de se poser et de commencer à se creuser la tête pour décortiquer nos schémas de pensée ou que sais-je, qui sont un peu un luxe de pouvoir le faire, ben là, ça leur donnait ce luxe-là, parce qu'il y avait ce moment qui était juste dédié à elles, où tout ce qu'on faisait, c'était les écouter, et où il y avait un cadre pour ça. Et donc, elles s'en sont un peu saisies, toutes les trois, presque comme des sessions de thérapie, en fait, et ça nous a un peu dépassées. Enfin, et on s'en est saisi aussi avec elles, du coup, quoi. Mais c'était pas décidé en amont, tu vois. Je voudrais qu'on parle de votre projet suivant. J'ai vu évidemment qu'il y a une série qui est en cours, donc... je pense à la série, parce qu'on en a une fiction et une doc. J'ai vu série No Go. Ouais, No Go Zone. No Go Zone. Mais j'ai pas réussi à savoir de quoi il s'agissait exactement. J'ai épluché un petit peu partout, j'ai pas trouvé. Je veux des informations. Et je voudrais savoir effectivement pourquoi vous avez choisi du coup cette fois-ci un format plutôt sériel plutôt que de rester dans un format purement de long métrage ou de moyen métrage. Et puis de quoi il s'agit, s'il vous plaît, racontez-moi, par pitié. Pour un autre documentaire, on a été en immersion pendant de nombreuses années dans le milieu des usagers et usagères de crack à Paris. Où on a suivi une jeune femme pendant des années qui, en cours de route, du fait de l'emprise d'un homme, parce que c'est des milieux où les femmes sont extrêmement, à la convergence d'énormément de violences, et du fait de l'emprise d'un homme, a décidé d'arrêter. Et on s'est retrouvés avec des centaines de pages d'un carnet de bord qu'on s'est mise à avoir pour ce film-là, qu'on n'avait pas pour Homelessly in Love, et qu'on a vraiment pris pour comme un objet thérapeutique, en fait, parce qu'on était confrontés à des réalités tellement dures que c'était important pour nous, à un moment, de les écrire quelque part pour les mettre de côté et réussir à aller de l'avant le reste du temps. Et ça nous a beaucoup interrogé justement sur notre façon de faire, puisque dans Homelessly in Love, il n'y avait pas de limite et il n'y avait pas de cadre entre l'intime et le film. Et que dans ce milieu-là, on a continué avec cette méthode-là. Et en fait, ça nous a mangé de l'intérieur, tant ce à quoi on assistait était dur. Et en fait, quand cette protagoniste et proche a décidé d'arrêter, on s'est retrouvés avec tout ce matériel et avec un besoin quand même d'en faire quelque chose. Et donc, on a commencé à écrire cette série pour laquelle on a fait 2 résidences d'écriture, une à la Fémis et une au Groupe Ouest. Et qu'on est encore en train d'écrire, en effet. Donc pour l'instant, vous n'avez pas tourné d'image pour l'instant. Non. En train de l'écrire, de la conceptualiser. Et c'est aussi un milieu où il y a certaines choses, pour des raisons éthiques, pour des raisons de protection, de sécurité des gens. On peut pas tout filmer, évidemment. Et donc, du coup, c'est d'autant plus un milieu qui appelle à la fiction. Et pourquoi aussi le format sériel ? C'est parce que c'est tout un univers. Donc, au-delà de la dureté, des choses terribles qu'on a entendues et qu'on a vues, c'est aussi un univers avec plein de gens hauts en couleur, des parcours de vie complètement fascinants et des personnes très drôles aussi. Donc voilà, c'est pour ça qu'on voulait essayer dans le format sériel, d'essayer d'en croquer le portrait. On dit que dans un long métrage, tu racontes une histoire et dans une série, un monde, et que ça se base souvent les séries sur ce qu'ils appellent des arènes, le monde dans lequel ça se passe. Et là, il y a clairement une arène et il y a clairement un monde. Donc, voilà. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. J'espère que vous avez passé un bon moment. Oui. J'espère que vous avez parlé de ce que vous vouliez parler pour ce film-là. On a fait le tour, j'ai rien oublié. Merci de nous avoir accueillis. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux ? Est-ce qu'on peut vous suivre ? Donc on a notre société de production qu'on a fondée pour pouvoir faire ce documentaire Homelessly in Love, qui s'appelle Polytie Production, Polytie. Et on est sur Instagram et on va être sur YouTube bientôt. Quant à moi, vous pouvez me retrouver bien sûr sur Vincent-MLL. Ce nom est toujours beaucoup trop long, mais c'est pas grave, ça a bientôt changé. Pour l'instant, j'ai pas encore la suite, mais ça va pas tarder. N'hésitez pas à nous suivre, effectivement, sur nos réseaux respectifs. À très bientôt. Prochain épisode est déjà monté d'ailleurs, avec le cinéma d'Amaury. Ça va être très très sympathique, vous allez voir ça. Là, c'est la partie que je préfère. On va regarder là, dans la caméra qui est toute là-bas. Oui.
Vous savez, il y a 20 secondes où il y a des trucs avec les vidéos, et donc etc. Et donc, on dit au revoir pendant 20 secondes. Ok. D'accord. On dit au revoir vraiment? Ah oui, on dit Comme au ça revoir là, comme ça pendant 20 secondes. Vous avez la vidéo juste en bas avec Amaury si elle est déjà sortie. Mais il y a aussi un jour un film qui était très très chouette. N'hésitez pas aussi à aller voir les React Show. Hein. Je suis allé voir un film hier qui était pas bon du tout. Et je pense que forcément la vidéo est chaussée. Ah oui, si, il y a le film qui sort. Vous savez, le film d'action là qui sort, qui est. J'ai oublié le nom. D'accord. Il y a une. Malheureusement, je peux pas vous en parler tout de suite parce que j'ai signé un papier qui dit que je peux pas en parler. Ça, c'est vrai ça? Oui, bien sûr. Tu dois en parler à partir de quand À il sort, partir du 12. D'accord. Je sais pas quel jour on est, c'est pas grave. À bientôt, merci beaucoup.